On va commencer avec un chiffre. Il y a en France 12 millions de personnes en situation de handicap, que ce soit visible ou invisible. L'inclusion, c'est donc quelque chose de primordial pour que tous les citoyens puissent participer pleinement à la société selon un principe d'égalité de droits, avec un accès à l'éducation, à l'emploi, à la culture, au sport, bref, à la vie en société. Ce matin, on va donc en parler avec des acteurs de terrain qui travaillent à cette inclusion et donc du vivre ensemble également dans notre société et qui participent en cela à la cohésion sociale. Je suis ravie d'accueillir Riyad Salem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de CAPSA. On prononce CAPSA. Ouais. Cap Sport, Art, Aventure, Amitié. Tout un programme. Tout un programme. Et Agnès Dott, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Dragonfly Intérim. Alors, on va commencer tout d'abord par vous présenter. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Riyad Salem, on va commencer avec vous. Je veux juste préciser que vous êtes un athlète de haut niveau avec 5 participations aux Jeux paralympiques et ambassadeur de Paris 2024. Alors, CAPSA, expliquez-nous, c'est quoi? Vous nous avez décrypté l'acronyme, mais derrière l'acronyme, il y a quoi? Comme je disais, tout un programme. Bonjour à tous et à toutes. Alors, CAPSA, c'est né en 1995. Un groupe d'amis handicapés et non handicapés qui avaient du mal à comprendre un petit peu l'idée d'intégrer les personnes handicapées dans le milieu ordinaire. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire l'inverse, qu'on allait intégrer les gens ordinaires dans notre milieu extraordinaire du handicap. Et on a mis des personnes qui n'avaient pas de handicap sur des fauteuils pour jouer au sport avec nous. Et pourquoi un nom assez bizarre comme CAPSA? Dans le mot handicap, on a plutôt choisi de prendre le cap, qui était l'objectif, la direction à prendre, le défi, cap pas cap, et le cap de capacité. Comme on avait nos premiers amours étaient le sport, donc c'est pour ça qu'on a le premier S de sport. À la deuxième lettre, le premier A, c'est le A de art, parce qu'on avait des copines et des copains trop lourdement handicapés pour avoir une activité physique ou sportive. Le deuxième A, c'est le A de aventure, parce que je faisais beaucoup d'humanitaire et de solidarité internationale. Et le dernier A, c'est le A de amitié, qui est une des valeurs du mouvement sportif et qui fait écho aux valeurs républicaines de la fraternité. Et donc l'objectif, c'est évidemment de permettre à des personnes handicapées de s'épanouir, un peu de lutter contre la victimisation qu'on peut avoir et changer le regard, et plus que le regard, aussi les comportements vis-à-vis du handicap. Concrètement, qu'est-ce que vous faites chez CAPSA? On fait du sport, ouais. On fait de la citoyenneté avec les enfants, on intervient dans les entreprises, on intervient dans les écoles et on monte des programmes de sensibilisation. Et on est affilié aux 2 fédérations, la Fédération française handisport, qui est plutôt sur le handicap physique, donc moteur et sensoriel, et la Fédération française du sport adapté, qui est plutôt tout ce qui est déficient intellectuel, troubles du comportement, handicap psychique. D'accord. Agnès Dott, vous êtes donc dans l'insertion professionnelle, oui, c'est ça? Tout à fait. Expliquez-nous ce que fait Dragonfly Intérim. Alors, donc, je suis fondatrice de Dragonfly Intérim. C'est une entreprise de travail temporaire qui est spécialisée dans l'insertion et le placement des personnes en situation de handicap. On est sur Marne-la-Vallée, on travaille dans le 77, 93 et 94 et 75. Donc on recrute des personnes donc en situation de handicap. On travaille sur la restriction à l'emploi. Le but, c'est qu'on puisse leur retrouver une activité, un secteur d'activité qui leur convienne en rapport avec leurs restrictions et qu'on puisse leur proposer des missions pour qu'ils puissent essayer pour faire un retour à l'emploi. Du côté des entreprises, on s'est rendu compte que donc les entreprises avaient une obligation d'emploi, on y reviendra au niveau des chiffres, et qu'elles avaient du mal à trouver des réponses pour accéder à leur obligation d'emploi. Et donc on leur permet justement de leur apporter un recrutement adapté en fonction de leurs besoins au niveau des postes qu'ils ont à pourvoir. Alors on va éclaircir ça justement pour le public qui ne connaîtrait pas. C'est la fameuse AGFIP, c'est la cotisation. Donc les entreprises doivent, expliquez-nous, donc avoir un pourcentage de personnes en situation de handicap. Voilà, tout à fait. Donc toute entreprise qui a plus de 20 salariés depuis 1987 doit avoir 6% de sa masse salariale reconnue handicapée. Aujourd'hui, dans le privé, on est à 3,3%. Donc depuis 1987, donc cette loi a permis bien sûr une inclusion, mais on est encore loin des 6%. Et donc les entreprises qui n'arrivent pas à avoir ce taux de 6% paye à l'AGFIP ce qu'on appelle la taxe AGFIP, donc une cotisation qui donc est redistribuée après pour des adaptations de postes, des formations, etc. pour les entreprises qui font des actions en faveur du handicap. Donc on a des entreprises qui d'un côté ont une obligation d'emploi, qui sont souvent, donc quand on les interviewe, et notamment dans les grandes études, on se rend compte qu'elles manquent d'accompagnement pour trouver des personnes en situation de handicap. Et de l'autre côté, donc, on a un taux de chômage
chômage qui avoisine plus de 20% pour les personnes en situation de handicap qui sont demandeurs d'emploi aujourd'hui. Donc on est au double par rapport aux personnes qui sont valides. Et c'est la première cause de discrimination en France, c'est la RQTH qui est marquée sur le CV. Donc nous, on travaille vraiment à gommer, et là je te rejoins, à gommer cette différence pour mettre en avant les compétences professionnelles des personnes et leurs atouts face au travail. Alors justement, vous venez de parler de gommer cette différence. Oui. Riyad, vous pouvez rebondir là-dessus. C'est vrai que le regard sur le handicap, ça reste quelque chose de vraiment ancré dans notre société. Oui. Alors je vais vraiment rebondir sur ce qui a été dit. Gommer dans le monde de l'entreprise, elle est important. Mais dans la société, nous, on le fait accepter la différence. On fait accepter le handicap. Donc il y a deux volets. Vous savez, quand il y a eu la loi de 2005, il y avait les personnes handicapées. Et on a créé ce mot, les personnes en situation de handicap, pour ne pas effrayer le monde de l'entreprise. Parce que pour expliquer que une personne, à partir du moment où on fait un aménagement de poste, si elle a passé ses examens, elle a fait ses études, elle est au même niveau que les autres. Donc c'était une situation pour le monde du travail. Donc dans le monde du travail, évidemment, il faut gommer les différences. Comme pour chaque salarié, on doit être égaux par rapport à ses compétences. Et si on est embauché, c'est qu'on est compétent. Et il ne faut pas que le handicap vienne accentuer un comportement ou alors pas la possibilité d'évoluer dans son entreprise. Mais dans la société, il faut faire accepter la différence. Il faut faire accepter ce handicap parce qu'au final, on est tous différents. Et ça, c'est un message aussi qui est dur parce qu'on s'aperçoit que le monde de l'entreprise a un tel impact dans la société qu'on reprend le code de l'entreprise pour le mettre dans le milieu ordinaire et dans le milieu du quotidien. Et ça, c'est dangereux parce qu'on exige à des personnes qui ne seront jamais en capacité d'aller travailler des choses parce que le référentiel, c'est des gens qui sont dans le travail, c'est des sportifs de haut niveau et il faut faire attention à ce petit glissement. Donc je fais toujours cette différence. Dans le monde de l'entreprise, on gomme, on efface, on est à égalité. Dans la vraie vie, malheureusement, vous avez beau mettre des rampes, des ascenseurs, mes jambes, mes mains ne repousseront pas. Donc il faut prendre en compte cette réalité. Et quand j'ai des copains qui m'invitent pour faire la fête et qu'ils oublient que je suis en fauteuil, donc pour montrer les 4 étages, ça ne me dérange pas. Mais quand ils sont à 2,5 g pour redescendre, j'ai un petit peu peur quand même. C'est pour ça que je leur dis, n'oubliez pas quand même. Il faut accepter ce que je suis et organiser les choses. Voilà. En quoi, Riyad, le sport participe à l'inclusion, justement ? Par les valeurs du sport, par le fait qu'on peut faire du sport. Vous parliez tout à l'heure d'expériences où des valides jouaient au rugby avec des personnes handicapées. Comment on fait ? Le sport, il a cette faculté incroyable de mettre tout le monde dans des règles du jeu et dans des situations où on va se faire mal, mais pour se faire plaisir. Vous savez, il y a 2 choses qui rassemblent les hommes dans ce monde, c'est la guerre et la fête. Le sport, c'est les 2 en même temps. Et quand on pense au monde du sport, on pense à la performance physique, à la personne athlétique. Quand on pense au handicap, on pense à la personne diminuée, faible. Donc il y a une espèce de, comment dirais-je, d'étincelle qui se passe quand on associe les 2, le sport et le handicap. Et le sport a à peu près les mêmes codes que le monde de l'entreprise. Savoir jouer en équipe, être performant, atteindre des objectifs, avoir une espèce de rigueur. Et ça, c'est quelque chose qui correspond au monde de l'entreprise. Donc on utilise, nous, beaucoup le sport pour intégrer les personnes handicapées. Parce que pendant des années, il ne faut pas oublier, il n'y a pas si longtemps que ça, on leur demandait de rester chez eux. Ils étaient dans des centres de rééducation, dans des foyers de vie. Et là, d'un seul coup, ces dernières décennies, et non, mais les handicapés, il faut aller bosser. Mais pendant des années, on nous a dit de rester. Donc il y a toute une nouvelle culture. Évidemment, les lois, elles sont importantes, elles permettent de faire évoluer, mais on ne peut pas non plus changer les choses du jour au lendemain. Et l'avantage du sport, c'est ça, c'est qu'on peut remettre en mouvement les gens sans qu'il y ait d'objectifs salariales, d'objectifs financiers, parce que c'est la passion, et ils ont le temps de se reconstruire. Et quand il y a une personne qui vient d'avoir un accident, souvent il lui faut à peu près 5 ans pour être droit dans sa tête, droit sur son fauteuil ou sur ses béquilles, pour réavancer. Et entre les deux, le sport permet de sociabiliser, de transmettre, de voyager, de sortir soit de son centre de rééducation, soit de son quartier, parce qu'on visite le pays, le monde, et ça c'est super important, parce que ça ouvre vraiment l'esprit, et ça permet après, quand on rentre dans une entreprise, de ne pas avoir peur d'être confronté aux collègues, aux objectifs du patron, à son manager.
Agnès, qu'est-ce qui bloque au niveau des entreprises? Parce que les entreprises le savent. Et il y a eu des expériences, notamment avec des associations d'autistes qui placent des autistes Asperger dans des entreprises, des grands groupes. Et les grands groupes se sont aperçus qu'ils faisaient des économies qui se chiffraient en millions d'euros en ne payant plus la GFIP avec des salariés qui sont au top au niveau compétences. Alors, pourquoi on en arrive à des chiffres aussi hauts au niveau du taux de chômage notamment? On a quand même un frein et un rejet de la part des salariés et notamment des chefs d'entreprise, PME ou même des directeurs de groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif français, le handicap, quand on leur présente notamment notre structure, dans l'inconscient, ils ont les personnes en siège, qui en réalité ne représentent que 3% des personnes en situation de handicap, et ils ont la déficience mentale. Donc ils ont une crainte et une peur de devoir travailler avec des gens qui vont être plus lents, avec lesquels on va avoir des difficultés à communiquer, c'est ce qu'on me dit souvent, avec lesquels on va avoir des difficultés à mettre en place des procédures et qui ne seront pas à la hauteur des attentes. En fait, donc on leur redonne en fait de l'information. Il y a vraiment un manque d'information sur la situation du handicap en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 15% des personnes qui naissent avec un handicap, 80% des handicaps surviennent au cours de la vie, et que ces handicaps sont soit issus d'un accident, notamment beaucoup d'accidents de la route pour ne pas les nommer, et notamment aussi des accidents, que ce soit des accidents de travail, et que ce soit aussi des maladies invalidantes qui arrivent au cours de la vie. Donc ces personnes-là qui ont des maladies invalidantes, qui peuvent être des scléroses en plaques, qui peuvent être des cancers, qui peuvent être du diabète, des tensions, on ne va pas tous les nommer, mais qui leur donnent donc une restriction, une reconnaissance qualité travailleur handicapé, une restriction par rapport à leur vie de tous les jours, et une restriction par rapport à l'emploi aussi, parce qu'elles vont devoir avoir des soins, peut-être réguliers, ou peut-être des aménagements de poste. Et tout ça, c'est des choses avec lesquelles nous, on travaille en amont avec la personne sur les restrictions à l'emploi. On ne parle pas de handicap, on parle de restrictions. Qu'est-ce qui va faire restriction à l'emploi et quel est l'emploi qui est adapté pour pas que ces restrictions blessent et en tout cas freinent l'insertion. Et après, donc, on donne de l'information aux salariés, parce que vraiment dans l'inconscient, aujourd'hui en France, le handicap, et c'est très bien parce que bon, on a vu qu'il y a une réelle volonté par rapport aux Jeux Olympiques de développer une image et l'image réelle de la situation des personnes en situation de handicap, 9,8 millions de personnes en France, et que ces personnes-là étaient en capacité notamment de se réinsérer quand elles en étaient, en tout cas quand elles en étaient volontaires, et qu'elles voulaient retrouver une place dans leur société. Le travail, ça fait partie de l'identité de la personne. La première composante de l'identité, c'est 1, la famille, et 2, le travail, en tout cas dans notre société occidentale. Est-ce que justement, en passant par l'intérim, ça peut rassurer les sociétés, parce que c'est un engagement sans lettres, et pour eux, c'est un test? Ça nous permet, nous, en tout cas, de positionner des personnes en disant tout à fait, on va essayer une mission d'intérim sur un remplacement, un accroissement d'activité, sachant qu'aujourd'hui, il y a eu des modifications au niveau de la loi. La situation du handicap de la personne est un motif de recours à l'intérim. Ça a été une modification qui nous a permis, en tout cas, nous, de monter aussi Dragonfly Intérim, et de pouvoir justement positionner des personnes et justement faire tomber ces barrières, gommer les différences. C'est plus une personne en situation de handicap qu'on a recruté, c'est Paul. Il est arrivé, il est salarié, il a fait le travail, il a appris, il est en capacité de faire totalement ce qu'on lui demande. Par contre, il est super sérieux, il est à l'heure, et en plus de ça, on rigole bien à la machine à café quand il nous raconte des blagues. Donc c'est plus le spectre, et c'est ça qu'on veut gommer, c'est plus une personne en situation de handicap qu'on a mis en intérim, c'est Paul, et ça fait déjà 1 mois qu'il est là, et tout compte fait, dans 2 mois, on va se demander si on lui propose un CDD ou un CDI. Voilà, là on a réussi. Riyad, Agnès l'a évoqué, les Jeux de 2024, vous êtes ambassadeur de Paris 2024. Est-ce que ça peut être un accélérateur? Alors, je suis ambassadeur et je suis aussi au CA de Paris 2024. Alors, il faut faire attention à ne pas tomber dans que les Jeux soient l'objectif final pour faire améliorer la situation des personnes handicapées dans notre société. Les Jeux vont être un élément, mais je pense qu'au quotidien, tous les jours, ce sont les entreprises, ce sont les collectivités, ce sont les associations, ce sont les grandes écoles qui vont faire la différence. Les Jeux, ça va être un temps très court. On va arriver, il va y avoir un impact médiatique hyper important, hyper puissant, mais on le sait aussi bien, maintenant on est dans un monde où le média fait passer une information l'une après l'autre, et donc ça sera autre chose demain. Donc il y a un vrai travail de fond, on ne doit pas être dans le même espace-temps temporel, mais c'est vrai que mon expérience avec les Jeux, j'ai fait 5 Jeux officiellement, 6 officieusement, à chaque fois il y avait un avant et après les Jeux.
évidemment sur l'accessibilité, sur la prise de conscience. Donc ça va booster. Mais je pense que tout le travail qu'on est en train de faire là, le fait que vous fassiez, vous aujourd'hui, ce type de rendez-vous dans un salon comme celui-là, il est important. C'est ces petites choses-là qui vont faire la différence. Les grands événements, évidemment, ça va doper tout ça. Mais on a encore 3 ans devant nous. Parce que, est-ce que la France est quand même encore un mauvais élève en termes d'accessibilité? Vous en parlez là. Oui. Parce qu'à chaque fois, on dit, bon, les jeux, ça fait avancer l'accessibilité, c'est vrai. Mais en même temps, quand on voit, par exemple, on prend l'exemple de la ville de Paris, en termes d'accessibilité... Alors, ce que je vais vous dire, ça va être une réponse un peu qui va vous surprendre. Elle est de plus en plus accessible. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la ville de Paris... On est parti de loin. On part de très très loin. Vous savez, quand pendant des siècles, vous n'avez pas pris en compte un sujet, ou alors vous avez fait un choix qui était, je pense, à l'époque peut-être logique pour eux, qui était de mettre les personnes handicapées dans des institutions, en dehors de la cité, en dehors de la ville. Voilà, il y a un moment donné, on change d'époque, on change de culture, et maintenant qu'il faut réintégrer les personnes handicapées dans la cité, mais la cité n'est pas prête. Et je pense que moi, je ne vais pas taper sur la ville de Paris ou sur notre pays. Il y en a d'autres, parce qu'on est évidemment, il y a énormément de choses à faire. Moi, j'ai plutôt envie d'encourager tous ceux qui ont enclenché les choses, qui ont commencé à faire des travaux, qui vont dans cette dynamique. Parce que le problème, c'est à force de toujours trop critiquer, ceux qui font, ils se disent ça ne change rien en fait. Au final, j'aurais pu ne pas dépenser cet argent, puisqu'on ne va pas me dire merci, bravo. Donc voilà. Donc je pense que moi, j'ai plutôt envie qu'on salue toutes les actions. Évidemment, il y a le métro qui est un sujet, mais on a le tram qui est complètement accessible, on a les bus qui sont complètement accessibles, on a un réseau de PAM avec les taxis privés G7 qui ont mis en place tout un tas de services. On a des personnes qui ont créé des mobilités complètement innovantes. Willy's qui a fait les voitures partagées comme les Blablacar pour les personnes handicapées. On a une autre jeune femme qui est incroyable, qui adapte les roulettes et là qui est en train de travailler pour que on puisse prendre les petites trottinettes et adapter à n'importe quel fauteuil, n'importe quelle trottinette. Donc tout ça, cette mobilité, elle arrive. On a une autre personne qui a quasiment réfléchi pour 2024, puisqu'on sait que le métro ne sera pas accessible, de faire un système technologique qui permet de prendre un fauteuil roulant et jusqu'à hauteur de 350 kg pour descendre les escaliers. C'est ce qui se passe à Lisbonne. À Lisbonne, ils ont ça. Ça veut dire que voilà, on ne peut pas tout changer. Je veux dire, à un moment donné, si on commence à vouloir dire OK, on rend ce pays accessible, il ne faut pas oublier comment que ça s'est passé. 2005, la loi de M. Chirac qui dit OK, on a 10 ans pour mettre la France en accessibilité. On connaît notre grande culture à la française de dire oula, 10 ans, c'est loin, on a le temps. Donc, on a un peu attendu, sauf qu'entre-temps, il y a eu la crise de 2008, les budgets ont fondu, et quand les gens se sont dit oula, 2015, on doit être en accessibilité, il n'y a plus de sous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, M. Hollande a fait un tour sympathique en disant on va faire les prolongations parce que vous savez comment que ça se passe dans notre pays. Une loi qui n'est pas appliquée, elle est obsolète, elle est retirée, elle n'existe plus. Donc on nous a quand même redonné une deuxième chance sur l'accessibilité. Mais je pense que l'accessibilité, c'est un vrai sujet parce qu'on parle de l'emploi, on parle de tout ça. L'accessibilité, c'est la mobilité. La mobilité, c'est la liberté. Si vous ne pouvez pas vous déplacer d'un point X à un point Y, vous êtes prisonnier et donc vous n'êtes pas libre. Et donc vous ne répondez pas aux valeurs républicaines qui est liberté, égalité, fraternité. Si on veut répondre à ça, on doit démarrer par la plus simple des choses, qui est, vous voyez, une petite rampe comme ça, pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer. Et à partir du moment où vous avez conscience de ça, vous faites un vrai défi de civilisation. Je le dis toujours, on est tous des handicapés en sursis. On voit notre population vieillissante. Alors on arrive à prolonger la vie, on n'arrive pas tout le temps à prolonger l'autonomie physique. Donc pour éviter que le manque d'autonomie devienne une prison ou un piège pour les personnes qui ont encore toute leur tête, qui peuvent continuer à contribuer dans le monde associatif, dans notre société, il faut rendre notre cité, notre pays accessible. Au-delà des jeux, et les jeux seront un vrai booster, un grand message pour encourager cette politique et cette philosophie.
Agnès, par rapport à l'entreprise, on parle de sensibiliser, on parle de changer le regard. Comment vous faites? Quels sont les arguments que vous employez pour persuader justement les chefs d'entreprise d'embaucher ces personnes qui sont à pleine capacité avec des aménagements, mais qui sont tout à fait possibles? Alors, on arrive à convaincre quand on fait un état des lieux de leurs équipes et notamment sur des chefs d'entreprise de PME, quand le classique avec une cinquantaine de personnes et quand on reprend un petit peu avec eux l'historique de l'entreprise, c'est-à-dire que quand ils ont monté l'entreprise, ils ont forcément recruté la personne qui leur semblait le plus efficient, donc le jeune de 30 ans qui n'avait pas d'enfant, qui pouvait rester à pas d'heure, qui pouvait faire des heures supplémentaires et qui était voué à l'entreprise. Au fur et à mesure du temps, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, les salariés, ils ont vieilli, ils ont eu des soucis de vie, ils sont divorcés, certains ont des problématiques de tension, de dos, beaucoup de dos. D'autres, la secrétaire qui a eu des problématiques aussi par rapport à un cancer qui a dû être aménagé, donc pour un retour à mi-temps aménagé, etc. Et donc, en fait, on repositionne aussi l'entreprise qui s'est adaptée pour ses salariés parce qu'il savait très bien que ses salariés étaient des ressources humaines et qu'à un moment donné, pour pouvoir faire en sorte que cette équipe qui avance, qui vieillit et qui notamment rentre dans des âges où forcément on va développer une santé et avec des problématiques. Donc, l'entreprise, en fait, sans le vouloir, elle s'est adaptée. On dit qu'un salarié sur 10 est en situation de handicap et qu'il ne veut pas le reconnaître parce qu'il a peur aussi derrière des conséquences s'il y a un licenciement. En fait, on leur fait comprendre que la notion de handicap, c'est pas une raison d'entrée, c'est vraiment c'est vraiment la personne par ses compétences professionnelles. Donc là, aujourd'hui, on est sur des problématiques de recrutement dans beaucoup d'entreprises. Donc l'économie reprend, on a des chefs d'entreprise qui cherchent à recruter, c'est dans la précipitation, on n'a pas le temps, on a des cellules de recrutement qui ont peine à trouver. Donc là, nous, ça nous permet de rentrer, de leur proposer une solution à leur situation de recrutement et d'accompagner les personnes. Ça rassure le chef d'entreprise, c'est-à-dire que nous, les premiers jours, on accompagne les personnes. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas travaillé depuis quelques années. Dans l'entreprise. On vient dans l'entreprise. Déjà, en amont, on a visité l'entreprise, on a visité les équipes, on a visité l'organisation pour que, bien sûr, on a la fiche de poste, mais qu'on se rende compte aussi sur le terrain de la réalité du travail, parce qu'entre ce qu'on peut nous décrire dans un bureau et la réalité du terrain dans un atelier ou dans un service, c'est toujours une utilité d'aller se déplacer. Et le premier jour, on est avec la personne pour déjà aider la rassurer et de pouvoir aussi la présenter aux équipes comme voilà, donc c'est Paul, il est arrivé, etc., etc. Il va être en intérim, il va commencer aujourd'hui, etc. Si on se rend compte qu'au niveau de la communication, ça peut ne pas forcément être efficient et qu'on a recruté quelqu'un rapidement et que la communication le vendredi, on a dit au lundi, au fait, je sais qu'il manque quelqu'un parce qu'elle est en arrêt maternité et puis un tel est malade. Donc du coup, il y a un intérimaire qui arrive lundi et il est handicapé. Exceptionnel. Donc déjà, le service il est en tension, il y a beaucoup de travail et en plus, on leur annonce que la personne est en situation de handicap, ce qui rajoute pour que le service de la crainte et de la peur et du rejet, parce qu'ils se disent, bon, là, on cumule et en plus de ça, on a une charge de travail et en plus de ça, on nous met quelqu'un qui va nous retarder. Donc, dans toutes les situations, les premiers jours, on est là parce qu'on se rend compte que d'accompagner la personne, ça permet justement la réussite, la mise en place de la personne, de la présenter, de présenter ses compétences professionnelles, son cursus, ses diplômes, si c'est en tout cas une porte d'entrée par rapport à l'emploi, et de pouvoir mettre en place aussi un suivi régulier par rapport à la mise en place de la mission. Changer le regard, ça passe par l'éducation, parce que si les enfants, eux, vivent avec cette différence, la côtoient dès le départ, elle sera naturelle et normale. C'est ce que vous faites aussi à CAPSA ? C'est vrai que nous, on intervient énormément dans les écoles avec notre programme Educap City, où on sensibilise les enfants sur le sujet du handicap, mais on prend le prisme du handicap pour leur parler de leurs différences et de faire de la prévention. Alors c'est vrai que des fois, ça paraît un peu bizarre parce que les gens se disent je suis militant dans le milieu du handicap, évidemment, mais mon premier militantisme, c'est de faire en sorte que les gamins ne deviennent pas handicapés. Parce qu'il y a énormément de dangers, de risques, et qu'il faut qu'ils aient conscience de ça, que leur corps est fragile, que leur tête aussi, et qu'ils ont besoin de comprendre pour se préserver. Et après, l'objectif, c'est de faire accepter les différences, parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, dans notre société,
alors qu'on est bien garni. On a un taux de suicide chez les jeunes qui est incroyable parce qu'ils n'ont pas les anticorps psychiques. Donc leur expliquer que on est tous différents, que la chose qui est plus dure, c'est de s'accepter soi-même. Et une fois qu'on s'est accepté, la vie est beaucoup plus légère. Et donc voilà, nous sommes des exemples vivants où on a traversé des choses assez difficiles et qu'on peut continuer à vivre, à avoir le sourire, à réaliser ses rêves. Et donc tout ça, on essaie de transmettre ça dans la bonne humeur avec ce message-là. Parce que souvent, c'est pas parce qu'on côtoie les gens, qu'on vit avec les gens, qu'on comprend les gens. Et aujourd'hui, on a des classes qui sont un petit peu isolées dans l'école. Et ce qui est important, c'est de créer des activités ensemble. C'est pour ça que nous, on aime bien le sport, parce que ça mixte tout le monde. Nous, mettre une personne qui est trisomique ou paraplégique ou qui n'a pas de handicap sur un fauteuil, tout le monde joue ensemble. Et c'est créer des rendez-vous de jeu ensemble, de vivre ensemble, qui sont importants. Parce que même si demain on est dans la société, on le voit aujourd'hui, même des gens qui n'ont pas de handicap se sentent seuls, sont isolés dans cette société. Donc comment on fait pour pas que les gens se sentent seuls dans des villes où il y a foule de monde, d'humains. Donc c'est cette culture-là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on verra plus et on créera des activités ensemble, des rendez-vous, des projets communs, évidemment, le handicap ne sera pas perçu de la même façon. Et aussi, ces enfants n'auront pas peur d'être ce qu'ils sont, avec leur forme, leur visage, leur couleur de peau, leurs lunettes, leur cerveau peut-être un peu trop rapide ou trop lent. Voilà. Parce qu'en fait, on a besoin de tout le monde dans notre société. Tout le monde ne peut pas, on peut pas être tous à 200 km/h tous les jours. Ou sinon, on serait tous fatigués. Mais... si vous aviez un vœu à formuler là, sur ce salon Pro Durable, qu'est-ce qui pourrait aussi vous aider pour avancer, pour aller au-delà de ça? Qu'est-ce que ce serait? De pouvoir faire en sorte que l'intégration se fasse plus facilement, qu'on puisse être des acteurs au niveau du recrutement, des vrais acteurs, nous en tout cas pour Dragonfly Intérim, qu'on puisse être, en tout cas pour les entreprises quand elles ont des besoins de recrutement, qu'on puisse être un des acteurs de recrutement parce qu'on apporte vraiment une réponse en termes de compétences professionnelles et qu'on arrive à faire beaucoup plus d'informations. Alors je pense que ça passe par... toutes les actions que tu as décrites, je pense que c'est une éducation dès l'enfance qu'on doit vraiment promouvoir sur la différence, justement, qui doit être acceptée. Et on est tous différents et on est tous handicapés. Et c'est ça notre richesse. La norme, c'est la différence. Voilà. C'est ce qu'on transmet. Un dernier message Je vais répondre à votre question, si ça ne vous embête pas, parce que je trouve qu'elle est très pertinente. Moi, ce que j'attends dans un salon comme celui-là, c'est la sincérité. Parce que je m'aperçois qu'on a des belles phrases, pro durable, développement durable, tout ça, mais souvent, on a toujours le monde économique qui prend le dessus. Ce que j'aimerais, c'est qu'on soit à égalité. C'est-à-dire que, évidemment, l'argent, c'est important. J'aime bien, je ne sais plus qui a dit ça, mais les gens, l'art des gens aussi, c'est très important. Et moi, ce que j'aimerais, c'est la richesse. Parce que la richesse, l'argent en fait partie, mais il y a tout un tas d'autres choses qui est, je pense, fondamentale dans un bilan. Et je rêverais que demain, les salariés ne soient pas dans la ligne comptable en tant que charge, mais en tant que richesse. Si on arrive à faire ça, on va prendre la richesse des gens, de chaque citoyen, avec son talent, et on va chercher la complémentarité. L'argent, ça reste toujours une ligne qui est froide et quelque part un peu cruelle. Par contre, si on englobe la richesse, des fois, il y a des gens qui font peut-être un peu moins d'argent, mais qui a beaucoup plus de sourire, beaucoup plus de vie. Donc, remettre les choses en équilibre. Et si dans nos bilans, on a cette joie de vivre et cette sincérité qu'on peut avoir, parce que si on porte ces projets-là, c'est qu'au départ, il y a quelque chose qui nous gratte, qui nous gêne. On sait qu'on fait du mal à la planète, on sait qu'on fait du mal peut-être à nos concitoyens. Comment on fait pour que d'un seul coup, ce mal, parce que ce système s'est un petit peu emballé, comment on redevient raisonnable, qu'on prend une respiration intelligente, philosophique, éthique, et qu'on apporte des solutions ensemble et que chacun prenne ses responsabilités en sincérité. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce salon Pro Durable. Merci. On va continuer, nous, dans quelques minutes, à parler d'inclusion et de handicap.